J'ai commencé à vendre de la gomme d'opium à Culiacán. Et après, je l'ai trafiqué jusqu'à la frontière. Voici à quoi ressemblent certaines rues du centre de San Diego en Californie. Des centaines de tentes. Des personnes sans domicile, désorientées, dont beaucoup sont victimes d'un même mal, l'addiction au fentanyl. C'est très simple, il n'y a qu'à faire ça. David a 32 ans. Cela fait 1 an et demi qu'il vit dans la rue. J'en prends à peu près 3 fois par jour. J'ai pas assez d'argent pour en acheter autant que je voudrais. J'en prendrais plus si je pouvais. L'année dernière, son meilleur ami est mort d'une overdose de fentanyl. Il y a 3 ans, sa fiancée avait subi le même sort. Ça fait vraiment peur. Tu vois des gens couchés par terre, qui respirent plus. Certains meurent d'overdose dès leur première prise. D'où vient cette drogue surpuissante qui tue 70 000 personnes par an aux États-Unis? Comment le fentanyl a-t-il supplanté en moins de 10 ans presque toutes les autres substances produites par les narcotrafiquants? Pour le comprendre, il faut d'abord se rendre ici. Le Sinaloa, sur la côte ouest du Mexique, le berceau des plus grands cartels mexicains. C'est là qu'ils ont fait leur fortune, avec la marijuana d'abord, puis est venu le temps des dérivés de l'opium, puis des méthamphétamines, avant que le fentanyl ne débarque avec fracas sur le marché. Ces 2 hommes ont vécu ce bouleversement. Flavio, 23 ans, ici à gauche, fabriquait cette drogue mortelle. Orlando, 36 ans, l'a transportée vers la frontière avec les États-Unis. Ils sont aujourd'hui tous deux en cure de désintoxication et espèrent se réinsérer à leur sortie. Avec eux, nous allons retracer la route du fentanyl au Mexique. J'ai vu le fentanyl arriver en 2017. Ça a été comme une épidémie. On a commencé à voir des morts partout. Flavio n'a jamais consommé de fentanyl, mais travailler à son contact aurait pu le tuer. Au début, j'étais chargé de faire les paquets de pastilles pour les envoyer aux États-Unis. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est une substance qui est toxique par simple contact avec la peau. Tu en sens les effets. On connaît très bien les dangers, mais ça n'importait pas. On aurait dû utiliser des gants de latex, des masques, des uniformes à manches longues. On aurait dû se couvrir intégralement pour éviter le contact. Mais on ne le faisait jamais. Mes mains commençaient à peler et je devenais accro. Tous les matins, j'arrivais le premier pour faire les paquets de pastilles, parce que j'avais besoin de cette sensation. Culiacán, capitale du Sinaloa. Victor et ses collègues enquêteurs de la police ont reçu un appel d'une entreprise de messagerie qui dit avoir repéré des colis suspects. C'est du fentanyl. Une seule saisie, près de 15 kilos de pastilles bleutées. De quoi tuer la population d'une ville moyenne. Contrôle positif. Ces saisies sont très fréquentes. On fait 2 ou 3 contrôles par semaine et la majorité sont positifs. Pendant la pandémie de Covid, de nombreuses entreprises de messagerie sont apparues au Mexique, avec des protocoles de contrôle parfois peu sévères. Une aubaine pour les narcotrafiquants. Au début, ils essayaient au moins de les camoufler un tant soit peu. Mais ici, ils les ont simplement mis dans de petits sacs à dos, prêts à prendre. Ils ne se donnent même plus la peine de les cacher. Ils comptent sur les grandes quantités qu'ils envoient pour que la majeure partie passe entre les mailles du filet. Et c'est un casse-tête pour Victor et son équipe. Le fentanyl pur n'est pas considéré comme une drogue, mais comme un analgésique surpuissant utilisé avec la plus grande prudence dans le milieu hospitalier. Il est importé de Chine, tout comme les autres ingrédients qui composeront les pastilles, dont aucun, pris séparément, n'est illégal. On est encore aveugle sur toute la première partie de la chaîne de production. Les saisies qu'on fait sont des saisies de produits finis, de pastilles qui sortent du laboratoire vers la clientèle. Avant le laboratoire, ce sont des ingrédients qui circulent en petite quantité. Et ils sont difficiles à repérer pour nous. Et se confondent avec n'importe quel ingrédient pharmaceutique. On a beaucoup de mal à les localiser. Ces paquets portent l'image du Mayo Zambada, un fameux narco mexicain. Mais ce peut être un faux indice destiné à brouiller les pistes des enquêteurs. On peut fabriquer jusqu'à 1 million de pastilles avec 1 seul kilo de fentanyl pur. Coût de production estimé par unité, 1 centime d'euro.
Prix de vente dans les rues des grandes villes américaines, 10 € en moyenne. Qui est à la tête de ce juteux trafic? Pour les enquêteurs, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est encore le tristement célèbre cartel du Sinaloa qui mène le jeu d'ici à la frontière. La toute-puissante organisation cofondée par le Chapo Guzman, incarcéré aux États-Unis, est aujourd'hui divisée en plusieurs factions qui maintiennent entre elles une paix armée. On appartient à une génération qui a baigné dans le narcotrafic. Et moi, je suis pas du tout contre le cartel du Sinaloa parce que, d'une certaine manière, il nous protège. Je trouve ça bien qu'il veille à ce qu'aucune autre organisation criminelle ne vienne et commence à extorquer, à kidnapper, à voler. Je soutiens ce cartel, tant qu'il nous protège en retour. Pour créer un laboratoire, il te faut un investissement de 20 millions de pesos environ. Mais après, tu en tireras des bénéfices de 80 ou 90 millions par mois. Donc il est indispensable d'avoir le soutien d'un puissant cartel pour commencer. Dans le Sinaloa, le narcotrafic, c'est une culture, une économie, presque un art de vivre. Pour des villages entiers, cultiver la marijuana fut pendant des décennies une alternative à l'émigration. Comme ici, dans les campagnes du sud de l'État. Tu as fait du fromage? Ah oui, t'en as fait 2. Et du fromage frais. Enfant, Armando accompagnait ses parents dans les champs de cannabis. Mon père a vécu ce grand changement. Il est passé des cultures vivrières avec mon grand-père à la culture de la marijuana pour la vente. Armando travaille aujourd'hui pour des organisations de défense de l'environnement. Il revient au village pour voir ses parents. Ici, la présence de narcotrafiquants n'a pas été synonyme de criminalité. Au contraire. Dans le Sinaloa, je ne sais pas. Mais ici, précisément, c'est pas vrai. Les narcos ne sont pas de mauvaises personnes. Il y en a, oui. Mais ce sont des gens bien, des gens très bien, qui aiment rendre service. Ils proposent toujours de t'aider. Si quelqu'un tombe malade, ils t'aident financièrement, ils te prêtent ou même te donnent de l'argent pour te sortir d'une mauvaise passe. C'est ce que j'appelle des gens bien. Et Lupillo, c'était le meilleur de tous. Lupillo, alias Lupe Tapia. Une des principales figures du cartel du Sinaloa vivait dans les parages. Il fut arrêté en février dernier au cours d'une opération musclée des autorités qui a fini en fusillade. Lupillo, c'était une crème d'homme. Tout le village l'a pleuré. Moi aussi, je l'ai pleuré. Car on nous a d'abord dit qu'il avait été tué. Il restera sans doute en prison toute sa vie. Mais ici, il était apprécié de tous. Apprécié et aussi connu pour blanchir l'argent de la drogue dans des entreprises de transport. Les narcos nous aident beaucoup. Ils génèrent beaucoup d'emplois. Des milliers de personnes travaillent pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont de quoi payer, tiens. Ils créent des entreprises, ils embauchent à tour de bras. Moi, si je veux créer ma petite entreprise, comment je vais pouvoir prospérer si je commence avec 3 fois rien? Malgré des décennies de culture de la marijuana, la famille d'Armando n'est jamais sortie de la pauvreté. Ici, il y avait 2 pistes d'atterrissage clandestines pour que les narcos emmènent les paquets. C'était un sacré business. L'argent coulait à flot pour ceux qui trafiquaient la marijuana en particulier. Jusqu'en 2007, quand Isaías, le père d'Armando, a définitivement jeté l'éponge. J'ai arrêté de le faire parce que c'était pas si rentable que ça pour les gens qui la produisaient. C'était surtout rentable pour ceux qui trafiquaient. On n'a jamais roulé sur l'or ici. Mais tu n'étais pas libre de vendre à qui tu voulais. C'est eux qui voulaient acheter la marchandise. Oh non, parfois on avait le choix. Il y avait quelquefois plusieurs narcos pour acheter la récolte. Ok, mais je veux dire, tu n'avais pas à aller de toi-même vendre ailleurs et tu ne décidais pas du prix. Ça non, le prix c'est eux qui le fixaient. Oui, oui. De 70 € le kilo la meilleure année à 8 € à la fin de l'ère de la marijuana. La famille d'Armando est revenue sans regret vers l'élevage et l'agriculture. Celle-là va bientôt mettre bas. Celle-là aussi. Elles sont belles, papa? Elles sont grosses, toutes celles qui vont avoir un veau. Le plan qu'on a en tête, c'est de planter des arbres fruitiers. Parce qu'on veut que ces terres restent à nous. On n'a pas envie de partir. Dans les campagnes du Sinaloa, c'était souvent les militaires qui inspiraient la peur, bien plus que les narcos. Maintenant, les militaires se comportent un peu mieux. Mais en ce temps-là, ils arrivaient, ils attrapaient n'importe qui, ils le passaient à tabac. C'est arrivé qu'ils embarquent certains dans leur camion et qu'ils ne reviennent plus. Plus jamais. Ils ont sans doute jeté leur corps quelque part. Ici, on n'a aucun respect pour eux. C'était des abus à répétition pendant des années.
Depuis les années 1970, les militaires mexicains, avec l'appui des États-Unis, ont sillonné la région pour détruire les champs de marijuana ou de pavot. Aujourd'hui, ils ne se donnent plus cette peine. Les drogues d'origine naturelle sont rayées de la carte par le raz-de-marée du fentanyl. Orlando a vécu cette révolution en tant que narcotrafiquant. J'ai commencé à vendre de la gomme d'opium à Culiacán. Et après, je l'ai trafiquée jusqu'à la frontière. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'achetais de la gomme à très bas prix, mais je la vendais encore bien. Puis, le fentanyl est arrivé. Il a complètement remplacé l'opium naturel. Tout le monde a commencé à me demander des pastilles. Alors, j'ai dû chercher des fournisseurs à Culiacán. Tout passe au synthétique. Plus besoin de main-d'œuvre dans les campagnes, plus besoin d'attendre la saison des récoltes. Et ce sont les bénéfices du narcotrafic qui s'envolent, alors que les revenus des communautés rurales s'effondrent. Oh, attention, ça glisse. En un rancho de Durango, según tenían controlado 10 hectáreas de amapola que una gente había sembrado, de 800 a 1000 kilos de goma habían calculado. L'opium. C'est précisément ce qu'est venu remplacer le fentanyl, qui appartient à la famille des opioïdes de synthèse. Juan José vient prêter main forte dans l'une des dernières parcelles de pavot de la région. J'avais 4 parcelles, mais il me reste plus que celle-là.